L'échec, est-ce un moteur ou un frein? Eh bien justement, on répondra à la question avec ses invités Niambi et Didi et Nicolas Elie. Comme d'habitude, vous le savez, c'est Grégory qui vous les présente en détail lors du débat d'ici quelques petites minutes. En attendant, on se voit également Thierry Triveillot, coach sportif. Il nous dira tout de la journée d'initiation à la boxe anglaise 100% féminine qui a eu lieu ce week-end. Et on fera un point bien sûr sur les prochaines sessions et les prochains événements. Mais d'abord, place à notre invité fil rouge. Ce soir, nous recevons Noémie Pecci, comédienne, metteur en scène, autrice. Nous reviendrons bien sûr sur son parcours, sur sa compagnie et sur ses projets en cours et futurs. Et vous le savez, comme c'est notre invité fil rouge, on verra si en fin d'émission elle peut battre le record de l'ITV Speed. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que tout le monde est en pleine forme sur le plateau, ça fait super plaisir. Ça va, tout le monde va bien? Très bien. Ça va. Eh bien écoutez, c'est parfait, on espère que chez vous aussi tout va bien. On va parler un petit peu de boxe. Ouais, sortez les gants. Thierry Triveillot, vous êtes justement coach sportif et ce week-end avec le Macroria Boxing Club, eh bien vous avez offert une journée d'initiation aux femmes. On va revenir dessus. Mais d'abord, faisons un petit bilan du Macroria Boxing Club. Il a ouvert en 2016 et en 10 ans, qu'est-ce qui a changé justement? Eh bien, nous avons évolué vers... changer, je dirais... Rien n'a changé, c'est pas bon on a beaucoup de femmes, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes. On a plus de femmes que d'hommes. C'est vrai, c'est assez étonnant. Chaque année, à la rentrée de saison, on a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et en cours de la saison, les femmes restent jusqu'au bout ou Non, ça, au fur et à mesure, ça part. Ça va, ça fluctue. Ça fluctue, ouais, ça reste. Oui, en janvier, j'imagine qu'il y a un nouveau pic? Ça revient là, oui. Bon, en tout cas, le club de Macroria a vu le jour non pas grâce à un boxeur pro, mais grâce à une femme justement, puisque voilà, est-ce qu'on peut parler de cette femme qui a mis en place Eh ben, ça s'appelle Andrés Bacoa, ouais. Infirmière de profession, et comme elle aimait la boxe, donc elle m'a venu me voir, elle m'a dit tiens Thierry, il faut commenter le club de boxe. Je lui ai dit ah bon, t'es sérieux? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc du coup, elle est passée à l'action. Ouais. Elle a créé le club. Voilà, on la voit à l'image, ouais. Voilà l'image. Elle a créé le club et du coup, et elle était présidente aussi en plus. Elle a créé le club. En plus, elle a présidé le club. Et est-ce qu'elle pratiquait également la boxe dans le club? Non. Ouais, elle a fait un petit peu pour découvrir, mais bon, non, elle était plutôt sur la partie encadrement. Encadrer les jeunes, donc, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, donc elle allait chercher les jeunes. Et comme je vous disais, donc elle est infirmière de profession, donc en plus elle était chargée de santé à la mairie de Macroria. Donc elle est chercher les jeunes pour les emmener, elle est motivée à venir. Quoi. Faire sortir un petit peu de leur routine, leur faire découvrir d'autres choses. Et Thierry, dans ton club, est-ce qu'on retrouve quoi comme type de boxe? Boxe normale, thaï, boxe anglaise? Non, c'est la boxe anglaise. Ah, boxe anglaise. Oui, exactement. Et pour ceux qui ne connaissent pas un peu, c'est quoi la boxe anglaise? La boxe anglaise, on utilise, il n'y a pas de coup de pied. Donc les pieds, c'est pour se déplacer, on utilise les poings, sachant que la boxe anglaise, donc c'est le comment dire, de tous les sports de combat, c'est le noblard. Non, pas le noblard, c'est la référence. C'est la boxe thaï, MMA, la boxe anglaise, ou même chez le MMA, on entend le striker. La boxe normale. La boxe anglaise, ouais, donc, la boxe normale. On ne met pas de coups de pied ni des coups de genoux. Ok, voilà. Ok, c'est la plus grande des différences avec les autres boxes. Effectivement, boxe taille, il y a coups de pied qui peuvent passer, effectivement, coups de genoux également. Et la boxe française, il y a les pieds aussi? Oui, boxe savate, ouais, exactement. Okay, parce qu'il y a les pieds, voilà. Effectivement, forcément, oui, vous êtes un parfait exemple, un passionné. Voilà, on connaît tous les trucs. Déjà, coach, vice-champion poids léger ou encore commentateur championnat de l'Union européenne de boxe. Est-ce qu'il y a un rôle que vous préférez à un autre, du coup, dans la boxe? Non. Non, tous? Oui, tous les faire. Ouais. Voilà, je suis assez polyvalent. Donc, si jamais il y a d'autres opportunités, est-ce qu'il y a des choses dans le monde de la boxe que vous n'avez pas encore fait, que ça vous plairait bien de toucher? Commentateur, je rappelle, vice-champion, entraîneur. Je réfléchis là, je trouve. Voilà. Bon. Je ne dirais pas chef à l'auto, mais bon, c'est vrai, j'ai fait plein de choses. Donc, mais bon, c'est vrai que la boxe, avant tout, à savoir aussi que la boxe c'est un art. Hein. La boxe, c'est un art. Donc les gens peuvent penser que la boxe c'est violent, mais c'est un art. Parce qu'il y a beaucoup de psychologie. Vous voyez, M. Nicolas Elie, beaucoup de psychologie, beaucoup de maîtrise, beaucoup de confiance. Et, discipline. Ouais, voilà. Donc, de discipline surtout, beaucoup de discipline. Est-ce qu'il y a un code moral dans la boxe? Oui. Oui, donc il faut respecter l'adversaire. Pas des coups, des coups bas, des coups dans la tête.
Ouais, voilà, il faut respecter l'adversaire. Ouais. Ouais. Alors effectivement, on a Nicolas, voilà, forcément la boxe. Heureusement qu'on les a séparés. Voilà, cling, cling, cling. Mais on a aussi des femmes sur. Ça, je sens. On va organiser un petit truc là. D'ici, il y a l'espace là-bas. Mais on a aussi des femmes sur le plateau ce soir. Et justement, comme on parle de cette initiation à la boxe, est-ce que vous, mesdames, vous aviez déjà tenté la boxe ou un autre art martial, un autre sport de combat? Non, jamais. J'ai déjà eu envie d'en faire, mais je n'ai jamais passé le pas. À part dans quelques films, apparemment. Et à part dans quelques films, on va pas révéler tous mes secrets. Non, à part dans quelques films, effectivement, mais jamais en vrai, du coup, non. Qu'est-ce qui fait un blocage, le peur de se faire mal? Parce que j'ai fait une initiation une fois et j'étais crevée après. Genre, vraiment, j'étais vraiment très fatiguée. Je me suis dit, quand même, il faut avoir l'énergie d'aller pratiquer cette discipline en soi. C'est physique. Et je me bagarre déjà assez dans mon quotidien, donc peut-être pas. Peut-être que ça permet justement de pousser la bagarre à plus loin. De ton côté, Niambi, est-ce que... Moi, ça m'a toujours intéressée, mais mon père m'avait dit à l'époque, c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. Ah, et est-ce qu'aujourd'hui, ta philosophie change ou est-ce que... Moi, ma philosophie change, mais maintenant, c'est mon mari qui me dit, c'est pas pour les femmes, c'est pas pour... Ah bah alors justement, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est pas pour les femmes. Non, je suis pas d'accord, parce que la boxe est démocratisée, et sachant que les femmes performent autant que les hommes. Si ce n'est pas plus, on sait. Voilà. Les femmes fait bon en boxe. Donc non, avant tout, la boxe, il y a le côté maintenant compétitif, mais avant, c'est un sport de détente, et surtout pour les femmes, c'est un exutoire, des fouloirs. Ah ouais. Vous avez quelqu'un qui vous a énervé, vous prenez sa photo, vous le mettez sur ça. Vous défoncez. Et voilà, au moins, moi j'invite de passer à l'acte vraiment. Nicolas, tu veux réagir? Je t'entends. Il faut savoir que là, le dernier championnat du monde U19 qui a eu lieu la semaine dernière, la seule médaille d'or de la France, c'est une femme qui l'a faite. Ah, bien. Voilà, donc ça mérite. Non, j'ai démocratisé. Non, les femmes font des performances autant que les mecs. Hein. Ça, franchement, mais on peut vous parler de Leila Ali, la fille de Gretes, c'est une grande championne. Il y a aussi Clarissa Shield, qui est pas mal. Ouais. Et aussi en France, on a Estelle Mosley, Myriam Lama, Sophie. Pas Sophie, comment ça s'appelle encore? Ouais, alors effectivement, on a donc ces femmes qui sont championnes, qui représentent. Et en Guyane aussi, on a des championnes. Bien sûr. Mia Thomas, qui a été championne de France. Et puis tout ça, j'imagine que ça donne aussi envie à la nouvelle génération de jeunes filles, de futures femmes qui peuvent se dire tiens, mon papa me l'a pas dit, mais moi je peux faire de la boxe. Alors justement, on va revenir sur cette journée d'initiation. Il y a combien de femmes qui sont venues? On avait à peu près 40 personnes. Ok, super. 40 personnes de tout âge. Bon, on va dire, ça allait de 12, 13 ans jusqu'à 40, 50 ans. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi l'âge minimum pour commencer la boxe? Il n'y a pas d'âge. On va dire 9-10 ans. 9-10 ans, à partir du moment où les gants restent sur les bras, parce que sinon c'est... Non, il y a des gants adaptés aux petits. Il y a des gants à l'orteil, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y aura d'autres journées d'initiation de prévues pour ceux qui n'ont pas pu être là ce week-end, mais qui du coup, un peu comme Niambi, se disent ce serait bien l'occasion d'essayer On y travaille pour éventuellement reconduire ça, parce que apparemment, on a vu que ça fait beaucoup de contentes. Ça a plu, ça a beaucoup plu. Voilà, donc ouais. On va reconduire ça, Et puis, dernière question, du coup, est-ce qu'on est obligé d'attendre les journées d'initiation ou on peut s'inscrire toute l'année au Boxing Club de Macouria? La saison commence au mois de septembre jusqu'au mois de juin. Ah, donc là, si je vais m'inscrire là où c'est trop tard. Oui. Non, vous avez jusqu'au mois de juin. C'est juste qu'on ne participera peut-être pas au On peut jusqu'au mois de juillet pour vous, pourquoi pas. Ouais. On peut demander à la mairie de nous donner un créneau horaire au mois de juillet, parce que c'est terminé au mois de juin. D'accord, très bien. Ça, je vous laisserai gérer ça, bien sûr, entre vous. Voilà. Écoute, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Thierry. Donc, rendez-vous également sur les réseaux sociaux du Macouria Boxing Club. Et puis, directement aller sur place. Vous pourrez découvrir un petit peu ce sport, ce beau sport. Voilà, comment vous dites déjà? Le noble art. Le noble art. Voilà. Et puis, mesdames, vous pourrez vous défouler. Venez avec la photo de qui vous voulez. Ça vous fera du bien. Merci beaucoup, Thierry. On reste connectés, bien sûr. Ce soir, nous recevons une comédienne et metteuse en scène, dont le parcours se distingue par une grande richesse artistique et humaine. Formée aux arts dramatiques en métropole, elle construit depuis plusieurs années un travail exigeant entre la Guyane et l'Europe. Elle collabore avec de nombreux metteurs en scène et compagnies, dont les créations sont fortes, engagées et sensibles. D'ailleurs, sur scène, elle explique
explore des récits intimes et collectifs avec une présence juste et habitée. Très investie dans la transmission, elle intervient également comme pédagogue et animatrice d'ateliers théâtre. Elle explore les récits intimes et collectifs, justement, et d'ailleurs s'investit dans la transmission. Elle intervient également comme, je viens de le dire, pédagogue et animatrice d'ateliers théâtre. Ouais, j'avais envie de le dire 2 fois parce qu'elle le mérite. Et elle, justement, c'est Noémie Pecci. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Voilà, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ton parcours. Tout a commencé de l'autre côté de l'océan, du côté de Lyon, où tu apprends les bases de ton métier d'actrice de théâtre. Alors c'est important de préciser, actrice de théâtre. D'ailleurs, c'est quoi les grandes différences entre une actrice de théâtre, une actrice de cinéma, de série, de télé Les deux sont des actrices, donc les deux vont interpréter un personnage, mais c'est que le médium est le différent. Donc le théâtre pour le plateau et le vivant immédiat. Et le cinéma pour une autre façon d'apporter une histoire et de jouer un personnage. Alors j'avais l'impression, et peut-être que j'ai complètement tort, parce que toi tu es dedans, donc tu vas vraiment tout de suite m'éclairer, que dans le théâtre, il fallait surtout connaître correctement son texte de A à Z pour le jouer non-stop pendant 1h30, 2 heures, qu'au cinéma, on peut apprendre phrase par phrase, puisque de toutes les façons, les scènes sont coupées. Alors oui, techniquement, si on débarque sur un plateau de théâtre et qu'on ne connaît pas tout son texte, ça rend très compliqué le spectacle, à moins que ce soit une forme qui ne l'exige pas, ce qui est possible aussi, puisqu'il y a plein de formes de théâtre. Ouais. Par contre, oui, au cinéma, on se trompe, on arrête la caméra, on coupe, on reprend. Le but étant quand même que quand on interprète un personnage, on a besoin de connaître toute son histoire. Et le texte est un moyen de connaître son histoire. Après, on s'invente plein de choses, mais c'est sûr qu'au cinéma, on peut couper et reprendre, ce qu'on ne peut pas faire au théâtre. Alors moi, j'ai fait ma fouine et j'ai lu quelque part. Elle croit en un théâtre. Tu rappes, pardon. Aujourd'hui, elle est en forme. Alors moi, j'ai lu quelque part, Noémie, elle croit en un théâtre révélateur du monde, porteur de causes universelles. Explique-nous un peu. Parce que je pense que le théâtre est un art qu'on sous-estime beaucoup, en tout cas qui paraît inaccessible, alors qu'il est révélateur du monde. C'est-à-dire que, pour ce qui est en tout cas du théâtre contemporain, et même le théâtre classique à des égards, pour ce que je fais en tout cas, le théâtre contemporain s'adresse sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous touche, ce qu'on vit tous. Il y a plein de façons, encore une fois, de l'adresser, mais je pense que c'est un révélateur du monde et c'est un outil hyper puissant et qui doit être amené à son endroit, d'être un outil populaire de conscientisation des choses, de valorisation des choses et même d'adresser des failles comme des histoires fantastiques que l'on vit. Et c'est un espace que je pense vraiment dédié à ça. Donc oui, tout à fait révélateur du monde et hyper puissant. Oui, d'ailleurs, on s'en rend bien compte également dans les messages qui passent à travers tes pièces. Et justement, pour revenir un petit peu sur ton parcours, du coup, entre-temps, tu es revenu aussi en Guyane, tu as quitté Lyon, Gré, et puis tu as donné pas mal de cours de théâtre à la Plantation des Arts, à l'EPCC. Est-ce que tu as une idée un petit peu du nombre de dates jouées ici, à l'international, enfin depuis que tu as commencé ta carrière ? Alors, moi, j'ai commencé à la Plantation des Arts et à l'EPCC, et après, quand je suis revenue, j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie du territoire qui est basée à Kourou, qui s'appelle la Compagnie OTEP, avec laquelle j'ai fait beaucoup d'armes sur tout ce qui est mise en scène, etc. On a Bérékel, d'ailleurs, qui est la directrice artistique de la compagnie que j'ai co-dirigée avec elle pendant 3 ans, avant de lancer la mienne. Et en fait, je serais incapable de dire combien de fois j'ai joué en tout. Je sais que le spectacle qu'on a le plus joué a joué plus de 170 fois en Guyane et à l'international. C'est comme l'oiseau. Ouais, c'est ça, c'est comme l'oiseau, qui parlait du phénomène des mules et dont on a fait beaucoup de scolaires aussi. Donc voilà, je sais que déjà on a 170 sûrs. Pour ce qui est du reste à l'international, je pense qu'on est sur une 50aine de dates à l'international entre l'Afrique de l'Ouest, le Canada et la Caraïbe. Mais d'ailleurs, moi, ça me permet de rebondir. Moi, je connais un peu ta filmographie. Je t'ai vu jouer sur un court-métrage. Est-ce que ça te permet de militer sur certaines questions de notre société aujourd'hui ? En vrai, après, ça appartient à chaque artiste, puisque les artistes ne défendent pas tous les mêmes choses. Mais je pense qu'il est très compliqué de différencier l'art du politique. Pas dans le sens qu'on entend quand je parle politique, je parle pas des élections, par exemple. Merci. Même si ça a un impact à un endroit donné, quand même, mais c'est que on parle de ce qu'on connaît et de ce qu'on vit tous dans une société donnée. C'est quand même la logique quand même de ce qu'on entend par politiser quelque chose. Et l'art n'est jamais complètement dissocié du politique. On le traite de plein de façons différentes. On n'est pas obligé d'être dans du militantisme absolu. Moi, ce que je défends, c'est qu'il y a une part de militantisme dans ce que je défends, en tant que femme noire, en tant que femme guyanaise, ancrée sur mon territoire, qui veut défendre des choses de mon territoire et faire rayonner mon territoire. Donc oui, il y a une part de politique dans ce que je fais. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, pour le faire comme tu as envie de le faire, tu as eu une très bonne idée. Tu as monté tout simplement ta compagnie, Obsidiam, qui a un très beau nom. Est-ce que justement, ça veut dire quelque chose en particulier ? Oui. Alors, Obsidiam, parce que j'ai longtemps réfléchi à quel nom j'allais donner à ma compagnie.
Alors, obsidium, ça vient de l'obsidienne, qui est une pierre. Alors, pour ceux qui sont amateurs de lithothérapie, c'est donc une pierre volcanique noire qui est associée à l'ancrage et à la lucidité. Âme, bon, c'est pas un dessin, c'est l'âme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement d'associer l'âme comme étant la force de l'esprit, la force, même très l'humanité, on va dire, dans ce qu'elle a de plus spirituel et d'ancré, à justement la notion d'ancrage territorial, de lucidité aussi sur nos bonheurs comme nos failles, et en fait de travailler sur toutes ces questions-là. Ouais. Donc ça vient de là, de l'obsidienne et l'âme. Et c'est un petit peu ça qu'apporte cette compagnie, de différent par rapport à toutes les autres en Guyane? Alors de différent, je sais pas, en tout cas, ce sera ma vision des choses, ça c'est sûr. Et après, oui, la question de qu'est-ce qu'on apporte de plus dans le paysage théâtral guyanais, moi, j'y réponds en disant que mon objectif, en tout cas, mon ambition avec cette compagnie-là, c'est très clairement de faire rayonner le territoire. Je suis une femme guyanaise qui a envie même par reconnaissance aussi pour mon territoire, qui a fait la femme que je suis, qui a fait l'artiste que je suis aussi. Il est temps d'avoir une sorte de rétribution en revalorisant en fait toutes nos richesses et en le revalorisant avec nos mots, nos histoires, nos textes. Parce que j'y tiens aussi qu'on ait plus de paroles qui viennent de chez nous, en fait, plus de textes de chez nous, plus de passion de chez nous, plus d'art de chez nous. Et pour le faire, j'imagine bien que il faut que la compagnie puisse aller aussi à l'extérieur pour pouvoir faire briller, résonner un petit peu la Guyane un peu partout. Et je sais qu'il y a des projets à venir. J'ai entendu parler d'une tournée prévue au Congo, dans les Caraïbes, tout ça, on peut en parler, ouais. Alors ça, c'est ma casquette de comédienne. Donc ça, c'est de pair avec la compagnie OTEP avec laquelle je travaille toujours, qui prévoit une tournée donc de Choisis ton héros, qui est une pièce écrite par Myrmande Fleusin et qui donc traite de la violence conjugale, mais par le prisme de la voisine. Donc ça adresse comment on agit ou la non-action, qu'est-ce que ça peut provoquer, complice, non complice, quels sont les moyens d'agir éventuels. Et du coup, on tourne ce spectacle en Dolisie, qui est au Congo-Brazzaville. C'est chez moi. Oui, c'est vrai. Eh ben, on va chez vous. Voilà. C'est incroyable, Lexion. Vous voyez ? Et on viendra tous sur le plateau aussi, parce que voilà, on veut découvrir chez toi et on veut venir voir la pièce, donc voilà. Désolée. C'est fou, non mais c'est génial, c'est génial. Fallait le dire. C'est ça qui est génial, et ça c'est la beauté de la Guyane encore. En fait, je parle de la Dolisie qui est quand même éloignée de nous là, et en fait on trouve quand même. Donc c'est ça la Dolisie et la tournée Caraïbes, donc qui est prévue pour Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad, Saint-Kitts, la Dominique. Et c'est déjà pas mal pour ce qui concerne ce spectacle. Ouais. J'aimerais bien qu'il tourne encore. Mais c'est important d'aller visiter ces peuples noirs. Bah oui, en plus moi, alors là, bien évidemment, c'est aussi des ponts qu'on a déjà fait avec la compagnie OTEP, comment dire ça, qu'on fait de la récidive en fait auprès de ces collaborateurs-là. Et après, pour ce que moi je défends, il y a un endroit le sous-titre de ma compagnie, c'est l'âme noire. C'est pas pour rien. D'accord. C'est qu'il y a vraiment cette notion-là de s'adresser en tant que personne racisée de la diaspora et d'abord chez nous. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'il y a comme résonance aussi? Parce que des fois, on a l'impression que de la Dolisie, ça paraît si loin. Mais en fait, quand on y est, on a des choses qui résonnent, qui sont extraordinaires. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de chez soi. Et il faut aussi chercher qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble différemment. Même si on a nos spécificités géographiques et nos distances. Quoi. Et c'est retourner à la maison. Voilà. En quelque sorte. Voilà, c'est comme ça qu'on s'enrichit, bien sûr, avec la culture des uns des autres. Absolument. Et puis, franchement, d'ailleurs, en parlant de projets, il y aura aussi d'autres projets à venir, dont Bonnie, création en 2026. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 20h. En tout cas, merci beaucoup, Noémie. Félicitations, bravo pour ton travail. Merci. On salue tous les membres de la compagnie Obsidiam et également OTEP, bien sûr. Puis allez sur les réseaux des deux compagnies pour ne rien manquer. Également les réseaux de Noémie pour voir un petit peu toute son actu. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, aussi bien en acting, en metteur en scène, etc. et en co-metteur en scène. Restez simplement connectés, on en profite pour faire un bisou à Berekia également. On va parler d'échecs ce soir. Non, vous pouvez ranger les pions, ce n'est pas un jeu. Quoique, comme dirait Winston Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Justement, on en parle dans le débat avec Grégo ce soir. Effectivement, Sango, on nous apprend souvent à viser la réussite, mais on parle beaucoup moins de ce qui la précède, presque toujours l'échec. Tomber, rater, perdre, pour certains, c'est un frein qui décourage et qui bloque. Pour d'autres, c'est le carburant de la réussite. C'est pas Noémie qui dira le contraire. Dans le sport, dans la vie professionnelle, dans les projets personnels, faut-il échouer pour réussir? C'est la question que nous posons aujourd'hui. L'échec est-il un moteur ou un frein? Et pour en parler avec nous, elle est revenue, notre Niambi Didi, psychologue clinicienne. Bonsoir Didi. Bonsoir. Et Nicolas Elie, coach et père de notre champion Taïrik Nicolas, champion de France de boxe et coach au Boxing Club
cayennais. Mais avant de plonger dans notre débat, je vous laisse regarder ces images et surtout écouter ces mots de notre champion. Regardez. 2 rounds, je perds 1 round et on me donne perdre le combat. À quoi ça demande ta construction quand tu as des qualités, tu seras un grand champion. Mais oui. Tu seras un grand champion, tu verras. Aujourd'hui tu pleures, demain tu vas rigoler. C'est sûr. L'année prochaine, c'est sûr. Et oui, cette vidéo, vous avez pu la voir récemment, elle a fait le tour. Et je ne sais pas si vous avez entendu, c'est comme ça que on forge un homme. C'est ça. C'est bien intéressant et ça me permet de rebondir sur toi, Didi. En psychologie, comment définit-on réellement l'échec? Je pense qu'en psychologie, l'échec, c'est une perception. Donc déjà, c'est la perception qu'on a face aux moyens qu'on met pour atteindre un objectif. D'accord? Parce que là où on parle d'échec, d'autres vont parler d'apprentissage. Là où on va parler d'échec, d'autres vont parler peut-être d'erreurs. D'autres vont parler d'étapes. D'autres vont parler de consolidation de compétences. Vous voyez? Donc pour moi, en psychologie, c'est une perception en fait qui est liée à la personnalité de la personne, à son identité, à la culture, à l'éducation, aux valeurs qu'on a transmises à la personne afin qu'elle intériorise ce concept d'échec. Mais Elie, je te vois acquiescer et ça me permet de rebondir sur toi. On le sait, dans le sport de haut niveau, la défaite fait partie du parcours. Pour moi-même l'avoir vécu, est-ce que l'on peut vraiment devenir champion sans passer par l'étape échec? Ça dépend des niveaux. Il y a des champions qui sont restés invaincus, comme Floyd Mayweather, comme dernièrement, qui a raccroché dernièrement Crawford, qui sont restés invaincus. Ils ont pu faire ce qu'il fallait pour être invaincu et puis avoir aussi la motivation qu'il fallait justement. Parce que l'échec, c'est quelque chose de difficile. L'échec, j'illustre l'échec comme la boxe. L'échec fait mal. Un coup en boxe, ça fait mal aussi. C'est comme un coup qu'on prend et que justement on rebondit pour pouvoir avancer dessus. Et la victoire, c'est quand même aussi difficile. Pourquoi? Parce que quand on gagne, quand on est champion, tout le monde veut avoir ce qu'on a. Et surtout dans les sports individuels. Voilà, surtout en sport individuel. Du coup, il faut encore plus travailler, même en sport par équipe. Du coup, il faut cravacher encore plus pour justement garder sa place. Mais d'ailleurs, tu expliques quoi à Taheric lors de ces échecs qu'on a pu voir là? Alors, par rapport à ce qu'on a vu, moi, j'appelle pas ça échec. J'appelle pas ça échec parce que par rapport à ce qu'il a vécu là, moi, j'appelle ça plutôt une injustice. Et c'est pas un échec. C'est qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir arriver là où on est arrivé et qu'on subit une injustice. Et on peut pas traiter ça de la même façon. Oui, c'est pas pareil. Traiter ça, voilà. Alors justement, on parle d'échec, de réussite, et alors la question, je la pose à tout le monde, à qui voudra bien y répondre. Est-ce qu'il est plus difficile d'être en échec une fois qu'on a réussi que d'être en échec avant de réussir? C'est quoi le plus chaud finalement? Une fois qu'on a réussi, c'est difficile en termes de haut. Ah, donc l'échec fait plus mal qu'un... D'accord, non, c'est vrai, c'est important de en ça. termes de haut. Okay. Par contre, c'est vrai qu'au début, surtout si on n'est pas vraiment à haut niveau, il y a des échecs, voilà, on débute, on se dit, mais ça fait partie de la construction, mais arrivé à un certain niveau, maintenant on vit dans un monde qui est tellement visuel, on va dire, avec tous les réseaux sociaux, tous les moyens de communication, rien ne reste caché. Du coup, tout est vu. Alors en fait, on essaie de faire toujours ce qu'il faut pour pouvoir briller. Parce que malheureusement, on est dans un monde qui est un monde d'apparence, où il faut toujours briller, même pour avoir des soutiens, par exemple. Bien parce sûr. que pour pouvoir avancer, il faut avoir des soutiens financiers, parce qu'en Guyane, c'est compliqué, la mobilité, pour pouvoir faire les compétitions, des soutiens aussi par rapport à la fédération, qui a besoin de voir des résultats pour pouvoir justement... Il y a une espèce de pression. Voilà, il y a cette pression, voilà. Ça me permet de rebondir avec toi, et c'est super intéressant ce que tu dis, Elie. Toi, Didi, pourquoi aujourd'hui certaines personnes se relèvent après un échec, comme Taheric, alors que d'autres restent bloqués très longtemps? Comme je le disais, c'est une perception. Donc, si dans l'accompagnement, on est bien entouré, par exemple, je suppose que Taheric est bien entouré, il y aura des gens qui vont l'accompagner, qui vont donner du sens
à ce qu'il a vécu. Déjà, son père dit que pour lui, c'est pas un échec, c'est une injustice. Donc, il l'intériorise pas déjà comme un échec. Donc, il va pouvoir donner du sens à la personne qui perd. Quel sens donner pour la personne pour lui permettre de continuer à avancer. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de toujours être en mouvement. Parce que la vie est mouvement. Si on reste figé, on est bloqué, on est mort. Donc, il faut pouvoir donner du sens, en fait, à ce qu'on va appeler échec par la société. Mais peut-être que la personne, pour elle, c'est pas un échec. Noémie, je t'entends acquiescer depuis tout à l'heure. Est-ce que tu adhères à ce principe, échouer pour réussir? Non, si tu entends acquiescer, ça va. T'as des super pouvoirs, excuse-moi. C'est lundi, là. La deuxième partie. En fait, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que du coup, quand je me suis formée à Lyon, j'étais dans une école préparatoire aux concours nationaux. Et en fait, normalement, comme j'étais à Lyon, j'ai passé le concours d'entrée pour la formation de l'école nationale de Lyon, qui est l'ENSAT. Ouais. Mais que j'ai raté. Mais quand je vous dis, je l'ai raté. C'est le moment où tu es en pleine audition et tu te dis, c'est vraiment mauvais ce que je suis en train de faire. Je savais que ça allait être non, que ça allait être négatif. Et du coup, ça m'a permis de rentrer chez moi en quelque sorte. Parce que, outre d'autres raisons, je n'avais pas envie de passer en vrai ce concours-là parce que j'avais envie de rentrer chez moi. Et ça m'a permis du coup de complètement réaxer ma vision même du théâtre en Guyane, de ce que j'avais envie de changer, de ce que j'avais envie d'amener. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à ce que je produis aujourd'hui. Les projets. Donc, grâce à un échec, entre guillemets, la réussite d'aujourd'hui. Ça a un peu permis ça. Sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme ça. Hein. Je l'ai vécu terriblement. Pour moi, c'était un rêve qui s'arrêtait, comment j'allais me former après, etc. Mais c'est possible de rebondir, je pense, sur ces échecs. Et je pense aussi, c'est l'accompagnement. Je reviens sur ce qui a été dit. L'accompagnement est précieux pour ça aussi. Donner du sens. Oui. Donner du sens. Parce qu'il y a une émotion qui va surgir de cet échec. Il y a une émotion qui va surgir et derrière ces émotions, il y a un besoin. Est-ce qu'on peut le satisfaire maintenant? Est-ce que c'est à moyen terme, à court terme, à long terme? Quels sont les moyens que... Analyser. Ma question elle est pour toi, Élie. En tant que coach d'un sportif de haut niveau, comment aide-t-on un jeune à transformer une défaite en motivation, pour ceux qui nous écoutent? Beaucoup d'analyse. Et puis des soutiens aussi, des soutiens divers. Par exemple, là, la photo qu'on voit là, j'ai un ami là qui est un des meilleurs promoteurs de France. En ce moment, il a son fils Bakary Samaké, qui est un des meilleurs boxeurs français et qui tout de suite a rebondi et m'a appelé pour me dire de venir chez eux. Ok. Et donc vraiment, le soutien est important. Le soutien est super important. Et c'est ce jour-là qu'on a fait cette photo où il a su parler avec Taïrik, où j'avais déjà commencé à amorcer certaines choses. C'est un travail d'équipe. C'est un travail. Moi, je suis pour... Et on peut rien faire seul. La vie, c'est un mélange. La vie, c'est un maillage. C'est un travail d'équipe où chaque personne peut apporter une pierre à l'édifice, que ce soit négatif ou positif. C'est toujours une pierre à l'édifice qui permet de rebondir. C'est comme l'image qu'on voit souvent où quelqu'un se fait lapider avec des pierres. Et son choix, ça a été de faire un mur avec les pierres pour se protéger. Il y a certains qui vont rester, ils vont rester à prendre des coups. Et tout ça, voilà. Très belle image. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes ont peur d'échouer à l'école, dans les projets ou même dans la vie. Et là, ma question, elle est pour toi, Didi. La peur de l'échec est-elle devenue plus forte dans notre société actuelle? Dans notre société actuelle, comme disait Monsieur Nicolas, on est dans une société de l'illusion, on est dans une société de l'immédiateté, on est dans une société du paraître. Donc, du coup, les jeunes, ils ont toute cette pression et ils ont oublié en fait que ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus hauts, ils ont passé des étapes avant d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important justement aussi d'être dans un entourage, dans un environnement, dans un club. Je pense que c'est le cas. Dans un club où on porte aussi, on pense à l'estime du soi, à l'image du gamin. On n'est pas là juste à dire « Vas-y, tu es le meilleur, tu es le killer ». Là n'est pas le but parce que derrière tout ce sport, il y a des valeurs aussi qui sont transmises. Il y a une part éducative et il y a une part sociale. Et Thierry, je te vois acquiescer depuis tout à l'heure. Tu en penses quoi, toi? Effectivement, il ne faut pas rester sur une défaite. Parce que, comment dire, une défaite, il y a toujours quelque chose de positif. Donc, il faut avancer. Sinon, si on n'avance pas, c'est la mort. Donc, il faut toujours avancer, il faut avancer. Et recommencer.
Remonter à cheval. Non, mais on se relève. Voilà, c'est ça. Et on le sait, dans le sport, perdre devant tout le monde peut être très dur mentalement. Et ma question, elle est pour toi, Elie. Quel est le rôle mental dans la gestion de l'échec? Un exemple pratique que tu as eu déjà avec Taheric. Il rigole. Il y en a tellement. Ben, en fait, Taheric, c'est... on va dire c'est une bête de travail, Taheric. Dès que Taheric, quand il boxe, à chaque round, il arrive, me dit, papa, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai fait assez? Plus de travail, voilà. Cette gestion. Plus de travail, c'est ce qui se dit. J'ai pas fait assez, c'est de ma faute, machin. Je lui dis non, c'est pas de ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait, mais c'est sûr que tout est toujours perfectible. On peut toujours perfectionner les choses. Et tout de suite, Taheric qui se remet au boulot. Thierry était là au championnat de France. Oui, Taheric finit son combat pour les premières phases qualificatives. Tout de suite, il part sur 8 rounds de shadow. Je lui dis de faire 3, il fait 8. Ah ouais, donc la d'accord. motivation est là. Et Voilà. là, ma question, ça me permet de rebondir parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est pour vous deux, cette question. Peut-on progresser grâce aux réussites? Grâce aux échecs ou aux réussites? Aux réussites. Pourquoi pas? On réussit plus grâce aux échecs ou aux réussites? Ça dépend de la personne, ça dépend de la réalité de la personne et de la personnalité de la personne. Tout ça, en fait, c'est des facteurs individuels, en fait, de l'environnement, de ce qui va se passer derrière. C'est comme un bon repas, il faut un petit peu de chaque chose. Ouais. Si on met trop de sel, c'est pas bon. C'est vrai. Si on met pas assez de sel, c'est pas bon. Et d'ailleurs, si vous aviez un dernier conseil à donner à quelqu'un qui vit un échec aujourd'hui, vous lui diriez quoi? De ne pas rester seul. S'il peut avoir une écoute positive, hein, parce qu'il y a des écoutes où on va vous rabâcher votre échec, c'est pas positif. Ne pas rester seul, pourquoi pas aussi aller vers l'autre pour tisser des liens d'interdépendance et peut-être aussi trouver des soutiens pour pouvoir continuer à avancer, si c'est possible, hein, dans le cadre positif. Elie? Relève-toi et continue. Crois en toi. Thierry, d'ailleurs, parce que je t'ai vu acquiescer, un dernier mot? Ne jamais abandonner et toujours avancer. Bien joué. En tout cas, je vous remercie. J'aurais voulu avoir le petit mot aussi du coup. Oui, le petit mot de Noémie. Tout pareil comme ils ont dit. J'aurais dû te laisser tranquille. D'ailleurs, finalement. Elle a fait la compilation. Finalement, en tout cas, je vous remercie pour ce magnifique débat. Finalement, ce débat nous rappelle une chose essentielle. L'échec n'est peut-être pas une fin, mais une étape. Alors peut-être que la vraie question n'est pas faut-il éviter l'échec, mais plutôt qu'est-ce que nous faisons après être tombé. Et n'oubliez jamais ces paroles de Nelson Mandela, et c'est pour Taheric Nicolas, notre futur champion du monde, notre futur champion de tout. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Voilà. Totalement. Écoutez, merci beaucoup Grégory pour ce débat autour de l'échec. Voilà, ça nous touche tous. Hein. Merci beaucoup Niambi, Nicolas ou Elie. Du coup, je ne sais plus c'était quoi le prénom et le nom de famille. Comme le prophète. Voilà, cœur sur toi. Et bien sûr à vous d'avoir participé au débat. Merci également chez vous. Il nous reste pile poil 1 minute, ça tombe bien. C'est le timing pour pouvoir jouer à l'ITV Speed. Tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Tu dois choisir, à chaque fois je te fais des propositions, mais tu ne peux pas dire les deux, tu ne peux pas dire aucun. Tu es obligé d'en choisir une. Est-ce que tu es prête? Il y a un record à battre, c'est 24 points détenus par Maillot de Co. 1 point par question. Ready? Ready. Tu préfères matin efficace ou nuit inspirée? Nuit inspirée. Dire ça ira ou dire la vérité? Dire la vérité. Avoir le dernier mot ou dormir tranquille? Avoir le dernier mot. Tu préfères jouer avec le feu ou souffler dessus? Jouer avec le feu. Peu d'amis solides ou beaucoup de copains? Peu d'amis solides. Rire ensemble ou se dire les choses? Rire ensemble. Sécurité stable ou liberté instable? Sécurité stable, liberté quand même. instable. Très bien. Partager par amour ou garder par instinct? Partager par amour ou garder par instinct? Partager par amour. Qu'on te drague mal ou qu'on te ghoste après 3 rendez-vous parfaits? Oh, qu'on me gosse après 3 rendez-vous parfaits. Tu préfères être prise en photo en train de manger ou en train de dormir? En train de manger. Tu préfères essayer ou maîtriser? Maîtriser. Tu préfères qu'on commande ton physique ou ton âge? Mon âge. Tu préfères protéger ou partager ton assiette? Partager mon assiette. Tu préfères l'entrée ou le dessert? Le dessert. Tu préfères dur mais rassurant ou mou mais réconfortant? Dur mais rassurant. Tu préfères créer ou consommer? Créer. Tu préfères une organisation parfaite ou un chaos créatif? Chaos créatif. Que tout ce que tu dis sonne comme une déclaration d'amour ou comme une menace passive-agressive? C'est déjà le cas pour la menace, l'amour peut-être. Tu préfères être bloqué dans un ascenseur avec ton patron ou avec ton ex? Avec mon patron. Et on s'arrêtera sur celle-ci. 19 points, tu as répondu à 19 questions. Bien joué, bien joué. Est-ce que j'ai le temps de faire un tour de table, Paco? Rapidement, très rapidement. Alors du coup, tu préfères créer ou consommer? Créer. Très bien. Tu préfères dur mais rassurant ou mou mais réconfortant? Je sais pas. Je sais pas quelle est l'intention qu'il y a derrière. Celle que tu veux y mettre, tu vois. Un oreiller, par exemple, un matelas. Très bien, je te laisserai accepter ton réponse. Tu préfères essayer ou maîtriser de ton côté? Maîtriser. Maîtriser, très bien. Peu d'amis solides ou beaucoup de copains, Grégo?
Peu d'amis solides. Très bien, on les compte sur les doigts de la main. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Rendez-vous à 20h.